L'Afrique a tout le potentiel pour atteindre l'émergence en 2020. Cela passe par l'assainissement des finances au public et l'intégration. C'est ce qu'ont retenu les participants au 4e forum des marchés africains émergents. Ce forum a pris fin hier après 2 jours de travaux. Première édition du forum Diaspora for Growth hier à Paris en France. Un forum présidé par le chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan. Il s'agit d'amener la diaspora ivoirienne de France à investir en Côte d'Ivoire. Premier pays producteur de caoutchouc et 7e au plan mondial, la Côte d'Ivoire est en passe de devenir un producteur de caoutchouc. Cela est-il sans danger pour la Côte d'Ivoire qui n'a pas encore son indépendance alimentaire? Nous allons poser la question tout à l'heure à M. Atobran Akpani, le secrétaire général de l'Association des professionnels et manufacturiers du caoutchouc naturel, en abrégé APROMAC, qui est l'invité du magazine de ce dimanche. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Il s'ouvre dans la région des Savanes où sera le chef de l'État à partir du 2 juillet pour une visite d'État. Les populations de Dikodougou s'organisent pour réserver un accueil chaleureux au président Alassane Ouattara lors de sa visite. Et on en parle avec Diarassou Balarsand et Kwadjo Kwame. C'est principalement dans l'après-midi du dimanche 7 juillet 2013 que le chef de l'État, Alassane Ouattara, échangera avec les populations du Koufolo à Dikodougou. Et réussir le pari de la mobilisation des populations reste l'enjeu pour les cadres et élus du département. Conduit par le directeur général des douanes, le colonel Issa Koulibaly, maire de Kiembe, ces cadres et élus ont pendant 3 jours parcouru des centaines de kilomètres et visité de nombreux villages et sous-préfectures pour délivrer un seul et même message et faire des cadeaux à leurs parents. Je voudrais lancer un appel à mes parents pour leur demander de se mobiliser comme un seul homme pour que ce jour, tous, nous venions acclamer, accueillir le président de la République. Ce message, les populations de Ouattaradougou, Mara, Boron, Kala et de Guiembe, en passant par le chef-lieu du département, Dikodougou, semblent l'avoir épousé. Celle-ci, au cours de cette visite du chef de l'État, compte lui dire merci pour les travaux d'amélioration de certaines infrastructures socio-économiques et lui demander la solution de nombreux autres problèmes. Tel le bitumage de l'axe Tioron-Mankolon en passant par Guiembe, Dikodougou et Boron long de 200 km. Aussi, à travers chants et danses et par la voix de leur porte-parole, les populations du Koufolo ont promis une mobilisation exemplaire et historique. Et en prélude à cette visite du chef de l'État, la première dame de Côte d'Ivoire a fait des dons aux populations du département de Mbengue. On en parle avec Patricia Omou-Etia. Un sourire qui en dit long et des mots reconnaissants. Merci Madame Dominique, merci Tanti. Je vous dis merci, vous allons nous donner des cadeaux. Je vous dis merci. Je dis un grand merci à la première dame qui a pensé à nous, la population de Mbengue. En tout cas, ce don qu'elle vient de nous faire, ça nous va droit au cœur. Heureuse, les populations de Mbengue l'ont exprimé et remercié la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui leur fait des dons en vivre et non vivre. La représentante de la première dame, Yao Patricia Sylvie, est également chef de délégation. Elle a rendu visite aux populations de Mbengue. La ville de Mbengue, située à 75 km de Korogo, constitue la première étape de cette remise de dons. Pour Yao Patricia Sylvie, Dominique Ouattara, soucieuse du bien-être des populations, a pensé à toutes les couches sociales de Mbengue. Des broyeuses de manioc, de maïs, des décortiqueuses de riz. Vous voyez également des brouettes. Vous voyez des motopompes, des pulvérisateurs. Tout cela pour les groupements de femmes. Chères mamans, chères sœurs, vous avez des tables d'accouchement pour les centres de santé de tout le département de Mbengue. Vous avez également du matériel pour les écoles. Et Mme Dominique Ouattara a accepté de vous donner l'ambulance. Vous allez la voir ici avant la visite du président de la République. La remise symbolique des dons aux responsables des femmes de la ville a mis fin à la cérémonie. Prochaine étape, Bondiali, Sinémantiali et Dikodougou dans le district des Savanes.
Direction la France, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a présidé au nom du chef de l'État le forum Diaspora for Growth, un forum qui se présente comme le carrefour des investisseurs ivoiriens, précisément ceux de la diaspora qui souhaitent investir en Côte d'Ivoire. On en parle avec David Mobio, notre envoyé spécial à Paris. Cette édition 2013 du Forum Diaspora for Growth, initié par le CPC, est le tout premier rendez-vous annuel qui offre aux Ivoiriens vivant à l'étranger qui souhaitent investir dans leur pays et élargir leur réseau professionnel l'opportunité d'identifier des partenaires potentiels et participer au développement économique de la Côte d'Ivoire. Le Forum Diaspora for Growth ambitionne de devenir une manifestation de dimension internationale. Et sa première édition qui se tient ce jour à Paris enregistre la participation de plus de 300 Ivoiriens résidant en dehors de la Côte d'Ivoire. Tous et toutes ont une seule volonté, revenir servir leur pays. Mobiliser les Ivoiriens à investir dans leur pays d'origine est l'un des enjeux majeurs du gouvernement, dira le ministre chargé des Ivoiriens de l'extérieur. Pour le président de la République, chaque Ivoirien immigré est un Ivoirien à part entière et un acteur de premier plan, mieux un ambassadeur. À ce titre, nos compatriotes seront de plus en plus appelés à jouer un rôle particulièrement crucial à l'heure où l'ensemble des forces vives de la nation, sans exclusive, sont conviées à relever le défi de la reconstruction économique et de la réconciliation nationale. Au cours de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a donné le message du chef de l'État. L'apport de la diaspora ne doit pas seulement se mesurer à l'aune de sa contribution financière et technique, mais plus largement à sa capacité à dresser des ponts entre les pays d'origine et les pays de résidence pour faciliter à la fois les échanges économiques et les transferts sociaux. En outre, la diaspora est susceptible d'agir en tant qu'acteur du changement, y compris sur les aspects sociaux et politiques. À la fin de ce premier forum, un livre blanc sera écrit et remis au gouvernement pour officialiser la contribution de la diaspora ivoirienne dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Retour à Abidjan pour dire que la politique nationale de lutte contre le VIH-Sida au milieu de travail en Côte d'Ivoire a été adoptée. Cette politique vise à protéger les droits et la dignité des travailleurs et de toutes les personnes touchées par la pandémie du VIH-Sida. Les explications d'Honorine Anigori. Le VIH-Sida constitue un problème de santé publique majeur. Conscient qu'il est devenu une grave menace pour le monde du travail, le but de la politique nationale de lutte contre le VIH-Sida est de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie et la productivité des travailleurs afin qu'ils continuent d'apporter leur contribution à l'économie nationale et à la société. Il s'agit par l'adoption de cette politique nationale du travail de protéger les travailleurs par des programmes globaux de sécurité et de santé au travail. Surtout que la vision commune de tous les acteurs de la lutte contre la pandémie du sida et le gouvernement ivoirien est de relever le défi du point 6 des objectifs du millénaire pour le développement d'ici à 2015. Dans la population générale, le taux de prévalence est à près de 4%. Nous connaissons le problème. Certaines travailleuses de nuit, des études qui ont été menées montrent que près de 30% des professionnels de santé, par exemple, ont déjà été piqués par une aiguille souillée. La pauvreté est aujourd'hui reconnue comme un facteur de risque pour le sida. Pour les travailleurs, c'est un pari qui vient d'être gagné. Le travailleur n'a pas demandé à être contaminé, il a droit au travail. Et en demandant un test du VIH-Sida, on bafoue vraiment son intégrité physique et c'est pas normal. Il y a la discrimination, il y a la stigmatisation et il y a beaucoup de problèmes dans les entreprises. Et avec cet instrument, nous allons vraiment protéger nos camarades.
La vision du gouvernement de la politique nationale de lutte contre le VIH-Sida est de stopper la progression du VIH-Sida, d'inverser son évolution, d'éviter qu'un enfant naisse infecté par le VIH et d'atténuer son impact sur les populations pour le développement harmonieux du pays et le bien-être de tous. Le développement de la région de Sassandra préoccupe les cadres. Le président du conseil régional a conduit une mission dans la région pour voir les réalités du terrain. Le commentaire de Léon Bro. Voirie dégradée, infrastructures hôtelières en ruine, sites touristiques abandonnés, équipements sanitaires et scolaires insuffisants, bref, tout est à faire et à refaire dans la ville historique de Sassandra, chef-lieu de la région du Boclé. Légré Philippe, premier président du conseil régional, le sait pour avoir effectué une visite terrain pour constater de lui-même les difficultés et recueillir les aspirations des populations. Aujourd'hui, nos petites personnes doivent être mises derrière et la région devant. Faire en sorte que les conditions de vie des populations de la région du Boclé, c'est-à-dire nos parents, eh bien que ces conditions de vie-là soient améliorées. Parce que nous avons plus de 20 ans de retard. Et lorsque vous parcourez toute la région, eh bien, elle fait pitié. Et c'est une réalité. Nous ne le disons pas pour attirer des sentiments, mais c'est pour appeler l'attention des décideurs sur la région. À la voix de Légré Philippe pour demander l'union pour un Boclé nouveau, s'est jointe celle du préfet de Fresco. Le représentant du préfet de la région du Boclé à la cérémonie d'installation du conseil régional a également procédé à l'installation du conseil municipal de Sassandra. Rendons-nous à Tabo pour partager la joie des réfugiés à la faveur de la Journée mondiale des réfugiés. Le Haut Commissariat des réfugiés a organisé une rencontre et au cours de cette rencontre, les autorités locales ont invité les populations à maintenir une bonne cohésion sociale avec les réfugiés de Tabo. À Oulaba 2013, la gagnante est connue. Il s'agit de Ndiaye Fatou Ndiaye. 10 candidates ont rivalisé pour la couronne de la reine de beauté. Herman Yamia nous présente la gagnante. Présélection départementale du concours à Oulaba 2013, célébration de la beauté africaine, a démarré dans la région du Haut-Sassandra le 11 mai précisément à Daloa. 10 candidates ont rivalisé de beauté. Ndiaye Fatou Ndiaye est la Oulaba de la région des Antilopes avec 150 points sur 200. La première Saraman Sissé Awa, étudiante de 25 ans, célibataire avec 2 enfants, 112 points. Et Guy Marina Linda, deuxième, 109 points. Ces reines de la beauté africaine élues à l'unanimité dans une ambiance festive. La Oulaba et la première Saraman sont retenues pour la compétition nationale. Les 10 candidates ont reçu des récompenses. Le comité Aoulaba Côte d'Ivoire dirigé cette année par Jonas Lago, représenté à cette cérémonie par la vice-présidente du CACI, a mis le bouchée double en mobilisant les autorités politiques et administratives autour du concours. Les prochaines présélections se tiendront à Aboissou, Yopougon et Koumassi. 17 ans après sa mort, Louga François refait surface dans un livre. C'est un ouvrage du journaliste écrivain Lébri Léon Francis qui entend attirer l'attention des Ivoiriens sur la vie artistique remarquable de ce grand chanteur. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bonama, qui a pris part à la cérémonie de dédicace du livre, parle de survie des œuvres des artistes ivoiriens. L'artiste musicien Louga François est célébré par le journaliste écrivain Lébri Francis Léon. Son instrument pour le faire, un livre intitulé Louga, les coulisses d'un artiste. Une initiative qui intervient 17 ans après la disparition du chanteur. Une façon pour Léon Lébri Francis de célébrer l'artiste qui a bercé pendant des décennies les mélomanes. François Louga, il avait quelque chose de précis à faire. Cette mission d'être un grand chanteur, cette mission d'apporter la joie dans le cœur des Ivoiriens, cette mission de participer à la naissance de la culture ivoirienne. Pour le ministre de la Culture, Maurice Kwaku Badama, cette action autour de Louga François ouvre un autre débat, à savoir la prise en charge des artistes et la sauvegarde des œuvres de l'esprit. En plus de cette mémoire physique qui est un lieu où leur tombeau peut être visité, donc un panthéon, il faut que leurs œuvres, leurs créations revivent. C'est pour cela que nous voulons mettre en place un orchestre national dont le rôle sera de jouer les grands morceaux de ces grands artistes pour que nous puissions transmettre à nos enfants, au futur, à la fois le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. C'est ça qui fait les grands peuples. La rencontre autour du livre de Lébri Léon Francis
a enregistré la présence des hommes de médias, des arts et de la culture en Côte d'Ivoire. De la religion à présent, l'évêque du diocèse d'Abbeville était récemment dans la sous-préfecture de Grand-Maurier, dans le département d'Abbeville. Il a invité les fidèles catholiques à fortifier leur foi et à pardonner pour bâtir une Côte d'Ivoire forte. Oui, nous croyons. La foi en Dieu le Père, créateur de l'univers, en Dieu le Fils, Jésus-Christ, et en Dieu l'Esprit Saint. C'est une recommandation de l'évêque du diocèse d'Abbeville aux fidèles catholiques. À la messe qu'il a dite à la paroisse Immaculée Conception d'Atobrou dans la région de l'Agnébi-Tiassa, Monseigneur Alexis Touablé-Youlo a précisé que la foi catholique consiste en l'adhésion aux enseignements de l'Église portant sur les vérités que Dieu a révélées par son Fils Jésus-Christ. L'année pastorale 2012-2013 du diocèse d'Abbeville a été déclarée année de la foi. Le faisant, Monseigneur Alexis Touablé-Youlo entend encourager les fidèles à évangéliser tous ceux qui ont abandonné la religion chrétienne et principalement l'Église catholique au profit d'une autre confession religieuse à retourner à leur Église mère. Il invite par la même occasion les chrétiens à lire régulièrement la Bible pour s'informer sur les enseignements et les témoignages sur la croyance en Dieu tels que révélés par les disciples du Christ. Et on se rend à Yamoussoukro pour parler de rugby. La Coupe d'Afrique des Nations de rugby a commencé. Les différentes équipes sont présentes et installées comme nous l'explique ici Katou Touré. Le compte est bon. Les 5 délégations attendues pour la Coupe d'Afrique des Nations de rugby Zone C ont intégré leurs quartiers généraux. 5 adversaires avec les mêmes ambitions que les éléphants. Obtenir le seul ticket disponible pour le groupe B. D'un côté, le Maroc, l'île Maurice et la Zambie. On est arrivé très fatigué hier soir, mais on a fait un bon décrassage ce matin et bon, le moral est remonté et nous attendons à faire une belle performance pendant cette semaine. On est vraiment dans le rude là actuellement et j'espère que c'est ce qui va permettre au groupe de se resserrer et de faire une bonne compétition. Et de l'autre côté, le Nigeria et le Niger. Nous ne connaissons pas nos adversaires, mais seulement je puis vous assurer que nous ne sommes pas ici à titre figuratif. Quant aux 15 Ivoires, la veille de la compétition est consacrée à une séance particulière, l'entraînement du capitaine. Ça se passe entre joueurs maintenant, je pense que le staff a fait sa part du travail. Nous sommes des grands garçons, je pense que nous sommes bien placés et prêts et déterminés à gagner cette Coupe d'Afrique. Donc l'espoir fait vivre. La compétition démarre dimanche avec la rencontre Maroc-Niger à 9h. Les éléphants rentrent en lice à 14h face à la Zambie après la cérémonie d'ouverture prévue à 13h en présence du parrain Soro Guillaume. L'île Maurice et le Nigeria clôtureront la première journée sur le coup de 16h. Ce moment, le premier match a pris fin ce matin avec la victoire du Maroc sur le Niger sur un score de 77-3. Les éléphants seront face à la Zambie dans un peu plus d'une heure. Je vous le disais dans les titres, le 4e forum des marchés africains émergents s'est achevé hier soir. Selon les participants au forum, l'Afrique a tout le potentiel pour atteindre l'émergence en 2020 et cela impose aux dirigeants africains des mesures rigoureuses. On en parle avec Victorine Yaouyobwe. Des économistes comme Michel Kandessu, ancien directeur général du Fonds monétaire international, FMI, projettent que le continent africain, qui participe à moins de 2% au commerce mondial aujourd'hui, représentera 9% des échanges commerciaux en 2050. Il ajoute toutefois que tous les États africains n'atteindront pas l'émergence. Seuls les États qui auront maîtrisé leur démographie auront obtenu une croissance inclusive, c'est-à-dire une croissance qui réduit la pauvreté et contribue au bien-être de l'ensemble de la population, deviendront émergents. Là-dessus, économistes, politiques et sociologues, tous participants au 4e forum des marchés émergents sur l'Afrique, sont du même avis. Mais comment y arriver? Là, les avis sont partagés.
l'émergence, c'est notre capacité à participer aux échanges mondiaux. C'est-à-dire que nous ne sommes plus là pour exporter le café, le cacao brut, nous ne sommes plus là pour extraire le fer à l'ouest ou l'or au nord et puis exporter en l'état. À la suite des défis que nous avons relevés, et ces solutions autour de la compétitivité, l'inclusion. Certains secteurs en Afrique se prêtent à cela, notamment le secteur agricole, et puisque à travers le secteur agricole, près de 70% de la population, à la fois rurale et urbaine, peuvent avoir du travail. Raila Odinga, ancien Premier ministre du Kenya, pense lui que l'Afrique doit finir avec la rhétorique pour poser des actes concrets. Par exemple, lutter contre l'évasion fiscale qui spolie chaque année l'Afrique de 60 milliards de dollars, soit 30 000 milliards de francs CFA selon les économistes. La réalisation de la vision Afrique 2050 impose aux dirigeants africains des mesures vigoureuses à l'effet d'assainir les finances publiques et d'améliorer la gouvernance fiscale. Les pays africains dans leur ensemble devront rechercher la coopération avec le reste du monde en vue d'une lutte concertée contre l'évasion fiscale. En 2050, l'Afrique aura 2 milliards d'habitants. L'intégration africaine, soutenue par l'alternance politique, la bonne gouvernance, la transformation des matières premières, l'autosuffisance alimentaire et un emploi décent pour tous, constituent la clé du développement à visage humain qu'on appelle émergence, tant espérée par le continent africain. Parlons maintenant du REDD+. C'est un mécanisme de réduction des émissions de gaz à effet de serre dû à la déforestation et à la dégradation des forêts. La Côte d'Ivoire vient d'accélérer ce processus pour lutter contre les changements climatiques et préserver ses forêts. Les explications de Marilyn Goran. La Côte d'Ivoire adhère au REDD+, pour lutter contre les changements climatiques et restaurer ses forêts fortement dégradées. 16 millions d'hectares de forêt en 1960. La couverture forestière de la Côte d'Ivoire passe à moins de 3 millions d'hectares en 2005, selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Avec le REDD+, mécanisme de réduction des émissions de gaz à effet de serre dû à la déforestation et à la dégradation des forêts, la Côte d'Ivoire va apporter la réplique. Mise en place d'un comité interministériel en vue de s'attaquer aux causes de la déforestation. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, engagé dans le processus REDD+, à l'appui des ministères de l'Agriculture, des Eaux et Forêts, de l'Énergie et des Infrastructures économiques. La stratégie nationale bénéficie également du soutien technique et financier des 3 agences des Nations Unies, la FAO, le PNUD, le PNUE. Et dans le volet agricole de cette édition, la décision du gouvernement de mettre un terme à l'anarchie dans la commercialisation de la noix de cajou, l'identification des acheteurs et des magasins de stockage a mobilisé les responsables régionaux et départementaux des 18 régions productrices de cajou. Ayam Sokro, on en parle avec Noël Niagno. La noix de cajou, elle est aux régions de savane ce que le cacao est aux zones forestières. À cette importance associant la performance de la Côte d'Ivoire, premier pays exportateur de cajou en Afrique, d'où la volonté du gouvernement de réformer la filière afin de lui donner toute sa place et permettre aux paysans de profiter du fruit de leur labeur. Dans cette optique, l'ARECA, l'autorité de régulation du coton et de l'anacarde, a initié un atelier sur l'identification des acheteurs et des magasins de stockage de noix de cajou ce jeudi à l'hôtel président de Yamoussoukro. En ce qui concerne la filière anacarde, le gros problème se trouve entre le producteur et l'exportateur. Ce n'est pas le producteur qui pose problème en tant que tel. Lui, il produit, il veut se faire payer. Or, quand il a son produit, à un moment donné, il n'arrive pas à l'écouler. Donc, il faut savoir le goulot d'étranglement dans la chaîne. Donc, nous devons d'abord identifier tout le dispositif de collecte à l'intérieur. Et puis après, on abordera le problème d'exportation qui doit se faire, à mon avis, de manière prioritairement le plus possible après une transformation. Au thème de la journée d'échange avec les directeurs centraux, directeurs régionaux et départementaux du ministère de l'Agriculture des 18 régions productrices de cajou, il a été décidé au niveau du mode opératoire
l'association des préfets des départements, la constitution des équipes mixtes ANADER, ministère de l'Agriculture, avec une exigence, fédérer toutes les énergies autour de l'opération d'identification, marquant ainsi le début de la traçabilité de cette spéculation pour le bonheur des producteurs. Plus de 100 000 producteurs de coton vont bénéficier de la subvention du projet de relance de la recherche cotonnière. Le lancement de ce projet financier à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA a eu lieu dernièrement, comme nous l'explique Francis Boueffo. Les ingénieurs du Centre national de recherche agronomique CNRA ont 3 ans pour apporter les remèdes qu'il faut à la filière cotonnière, malade depuis une décennie. Cette cérémonie marque le lancement du projet de relance cotonnière dont 105 000 producteurs seront bénéficiaires. Les actions porteront un peu sur tout ce qu'on peut faire pour la fertilisation du sol, tout ce qui sera fait dans le cadre donc de la lutte contre les ravageurs qui jouent un rôle très négatif sur la production cotonnière. Et le renforcement aussi des capacités des acteurs pour que le programme les résultats de la recherche soient transférés également dans le milieu. Coût global de ce projet de relance dans la filière cotonnière, environ 2 300 millions de francs CFA. Le projet est financé par l'Union européenne UE et l'État de Côte d'Ivoire. La part de l'UE s'élève à plus de 78% sous forme de dons. Je voudrais engager l'ensemble des acteurs qui vont le mettre en œuvre, à travailler avec beaucoup de rigueur pour mériter la confiance placée à la Côte d'Ivoire par l'Union européenne. Il n'y a pas de productivité sans une recherche appliquée en amont. D'une production annuelle de 400 000 tonnes de coton graines en 2002, la production du coton a chuté à plus de la moitié de 2002 à 2008. Grâce aux actions urgentes de réforme engagées cette année dans la filière, les autorités envisagent l'augmentation de la production à 400 000 tonnes d'ici à 2014. Récompense des meilleurs producteurs de cacao de la région de Méagui. L'initiative de l'entreprise coopérative agricole Troiling des agriculteurs de Méagui vise à inciter les producteurs à commercialiser toujours du cacao de bonne qualité, comme nous l'explique Herman Yamien. 72 millions de francs CFA comme prime à la certification et plusieurs matériels agricoles remis aux producteurs de cacao du village de Procréadi dans la localité de Méagui. C'est un don de la coopérative agricole Traouin des agriculteurs de Méagui. Selon le vice-président de cette coopérative, cette action vise à encourager les membres pour leur rendement agricole. Pour Kanga Yao Hassen, grâce au dynamisme des membres et au sérieux de l'équipe managériale, la coopérative qui comptait à sa création en 2008 255 membres totalise aujourd'hui plus de 1000 adhérents. Mieux, de 815 tonnes de cacao vendues la première campagne, l'entreprise a pour l'exercice écoulé commercialisé plus de 460 000 tonnes. Des performances que la coopérative n'entend pas bénéficier seule des retombées. Elle a donc, en plus des dons financiers et en nature rénové entièrement, 2 pompes hydrauliques du village. Satisfait du travail abattu par la coopérative, les différents intervenants l'ont félicité et encouragé à poursuivre dans cette dynamique afin de contribuer au développement de la filière cacao. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire est en passe de devenir un grand producteur de caoutchouc. La culture de l'EVA attire de plus en plus les Ivoiriens, du haut cadre aux citoyens moyens. Tout le monde s'active à investir dans la création de plantations d'EVA, si bien que la production nationale de caoutchouc est passée de 74 000 tonnes en 1993 à 250 000 tonnes en 2013. Seulement, cette fièvre du caoutchouc est-elle sans danger pour la Côte d'Ivoire qui n'a pas encore son indépendance alimentaire? La culture vivrière peut-elle survivre à la fièvre du caoutchouc? Nous allons poser la question tout de suite à M. Atoba Pani. Il est le secrétaire général de l'Association des professionnels et manufacturiers du caoutchouc naturel, en abrégé APROMAC. Bonjour M. Atoba. Bonjour madame. Et bienvenue dans ce magazine. Merci. Avant donc de poser les questions que je viens de poser tout à l'heure, dites-nous, est-ce que c'est vrai qu'un producteur d'EVA, un planteur d'EVA est mieux qu'un fonctionnaire en Côte d'Ivoire? Ça dépend de quelle catégorie de fonctionnaire. Enfin, le planteur d'EVA
il a l'avantage d'avoir un revenu mensuel. Comme vous l'avez dit, il existe le petit paysan qui gagne pas beaucoup, mais suffisamment pour vivre en campagne. Pour vivre comme un salarié. Comme un salarié, tous les mois, il perçoit un revenu qui lui permet de faire face à toutes ses charges. Donc vous confirmez que c'est un investissement rentable? C'est un investissement rentable sur le long terme, à condition que vous observiez toutes les recommandations et tous les conseils que sur le terrain, nos conseillers, nos encadreurs donnent aux planteurs. Nous allons arriver à ces recommandations, mais avant, vous savez que la Côte d'Ivoire est premier pays africain producteur de caoutchouc et 7e au plan mondial. Et je le disais, on passe de devenir un grand producteur de caoutchouc. La culture de l'EVA attire de plus en plus les Ivoiriens et vous le verrez dans ce reportage signé Lassine Fofana. Des milliers d'Ivoiriens aujourd'hui investissent dans l'éviaculture plutôt que dans le cacao, sans trop être sûrs de leurs débouchés, se fondant sur le seul fait qu'ils ont appris qu'ils feraient des bénéfices. La ruée vers l'éviaculture fait même craindre que le cacao et les autres cultures seront en péril. Même la vérité des chiffres n'estompe pas l'optimisme. Le cacao en Côte d'Ivoire, c'est une superficie de 2 500 000 hectares. L'EVA, 400 000 hectares seulement. Le cacao, c'est encore 1 200 000 tonnes, l'EVA, 256 000 tonnes. La Côte d'Ivoire, premier producteur africain et 7e mondial, est sur la bonne voie, celle de l'organisation. 110 000 planteurs ont été identifiés et recensés à ce jour, et c'est ensemble et en accord qu'ils exportent les 95% de leur production. Le challenge reste actuellement l'identification et la géolocalisation des planteurs et des plantations, afin de tenir la route, de faire face aux aléas économiques, comme c'est le cas actuellement, où des fabricants d'auto et de pneus ferment boutique, ce qui correspond naturellement à une mévente de l'EVA, EVA concurrencée aussi par le pétrole. La Côte d'Ivoire en est consciente et œuvre dans le sens d'étendre davantage ses superficies cultivables en partant de la côtière au centre de la Côte d'Ivoire et même au-delà, afin d'accrocher le premier producteur, la Thaïlande, et ses 3 millions de tonnes annuelles. On vient de le voir, l'écart est grand entre le cacao et l'EVA, plus d'1 million de tonnes par an. Mais est-ce qu'on peut envisager que l'EVA remplace dans les années prochaines, dans 20 ans par exemple, le cacao? Ce n'est pas la prétention de la filière. Toutes les cultures ont leur place en Côte d'Ivoire. Nous avons un climat qui est favorable à toutes les cultures. Et donc, non, il ne faut pas remplacer une culture par une autre. Il faut plutôt amener le paysan à diversifier ses sources de revenus en cultivant plusieurs plantes, le cacao, le café, l'EVA, le palmier. Et le vivrier, il ne faut pas qu'on l'oublie, puisque le paysan, lorsqu'il a produit cette culture qui est pérenne, il faut qu'il mange au quotidien. Mais ce qu'on constate un peu sur le terrain, c'est que des producteurs de cacao abandonnent de plus en plus le cacao pour se tourner vers l'EVA. Vous savez, la décision de remplacer une culture par une autre appartient uniquement au paysan qui a sa terre. À un moment donné, s'il se rend compte qu'une culture n'est plus rentable, il peut être tenté de la remplacer par une autre, entre autres l'EVA-culture. Mais nous disons, mieux vaut qu'il ait plusieurs cordes dans son arc, que garder son cacao ou son EVA et de faire de la culture vivrière ou de l'élevage pour pouvoir faire face à tous ces besoins. Monsieur Atogwa, en ce moment, l'EVA connaît, je dirais, le même engouement qu'a connu le cacao dans les années 60. Ne craignez-vous pas de passer par les mêmes travers que la filière café cacao, par exemple? Mais merci. C'est d'ailleurs pour ça qu'actuellement, depuis un an, nous sommes en train de mettre des mesures en place pour organiser de façon moderne cette filière. D'abord en identifiant tous les planteurs d'EVA. Nous avons commencé depuis l'année dernière en août. Et ce qui nous donne un chiffre à peu près de 100 à 110 000 planteurs. Le programme n'est pas encore terminé. Et la deuxième phase de cette modernisation, c'est que nous passons à l'identification des plantations, à la géolocalisation des plantations. Mais déjà, comment organiser ces planteurs? Comment vous comptez organiser ces planteurs que vous venez d'identifier? Alors, nous avons sur le terrain d'abord l'encadrement. L'encadrement qui accompagne tous les planteurs qui veulent faire de l'EVA. Et pour encadrer quelqu'un, il faut d'abord il faut le connaître. C'est pour ça que nous identifions tous les planteurs qui sont
je vais dire représentées dans toutes les zones véhicules. À partir du moment où nous avons cet inventaire, cette identification, et que nous connaissons où est située la plantation, nous pouvons organiser toutes sortes d'actions en direction de ces planteurs pour améliorer son exploitation et améliorer son cadre de vie. Est-ce que cela prend en compte aussi la vente du caoutchouc pour éviter la fraude de vol des fois? Alors, ce qui sous-tend un peu toutes ces actions, c'est vraiment ce qui est d'actualité actuellement, c'est d'éviter tout ce qui est vol de caoutchouc, trafic de caoutchouc, puisque nous constatons chaque jour que de jeunes gens réussissent à voler du caoutchouc chez les planteurs, disons les mots tels qu'ils sont, et ils réussissent à les vendre. Alors, avec l'organisation que nous allons mettre en place, il sera peut-être possible de voler du caoutchouc, mais il ne sera plus possible de le vendre puisque nous allons exiger, pour vendre du caoutchouc, nous allons exiger que le planteur soit en possession de sa carte de planteur. C'est une carte électronique à puce avec un numéro unique et sur le territoire national, le planteur pourra vendre son caoutchouc où il veut. Et si vous n'avez pas cette carte? Alors, le planteur qui n'a pas cette carte, malheureusement, à un moment donné, lorsque nous allons lancer toutes ces opérations, ne pourra plus vendre son caoutchouc. Ce sera une exigence de la filière. Aussi bien les usiniers que les planteurs, nous allons nous engager à observer scrupuleusement cette disposition qui met de l'ordre dans la filière et éviter les vols et le trafic de caoutchouc. Mais ne pas vendre ou ne pas pouvoir vendre sans une carte, mais qu'est-ce qui m'empêche, moi, acheteur, d'acheter chez quelqu'un qui n'a pas de carte? Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? L'avantage de l'hévéaculture, de la filière EVA, c'est que tous les caoutchoucs arrivent chez un usinier. Et l'usinier, il va s'engager à acheter du caoutchouc que s'il connaît le propriétaire. Vous avez cette assurance? Absolument, absolument. Nous avons l'engagement des usiniers, l'engagement de l'association des planteurs, si bien qu'à la fin, quand nous allons lancer toute cette opération et que nous allons obliger tout le monde à l'observer, nous sommes sûrs de l'engagement de tous les usiniers et de tous les planteurs. Et tous ceux qui veulent éviter ou bien dévier tout ce que nous mettons en place, ils n'auront plus leur place au sein de la filière. Monsieur Atouba, je suis sûr que vous le savez, les producteurs sont confrontés à quelques difficultés. Lors du bilan de l'année écoulée, la Société coopérative des producteurs d'EVA de Grand-Bérébi, par exemple, souhaite la hausse du prix du caoutchouc. Le commentaire de Thérèse Yoboué. Les cours du lactès ont chuté de manière sensible depuis quelques mois sur le marché national. Une situation assez difficile pour les acteurs de cette filière. La baisse du prix du lactès a été également évoquée au cours de la rencontre bilan de la Société coopérative des producteurs d'EVA de Grand-Bérébi. Cette baisse du prix étouffe les intervenants dans la production et la commercialisation du lactès d'EVA. Malgré cette situation, les 1100 producteurs de la Société coopérative d'EVA de Grand-Bérébi ont plus que bien travaillé au cours de l'exercice 2012. Ils ont en effet livré 11 000 tonnes de produits pour plus de 260 millions de francs CFA avec un bénéfice de 86 millions de francs. Au titre des projets futurs, les responsables de cette coopérative entendent entre autres créer une pépinière pour accroître la capacité de ses coopérateurs, poursuivre sa politique de formation de ses délégués. Le mauvais état des pistes, l'irrégularité des livraisons des produits, le refus de certains coopérateurs de rembourser les prêts qui leur ont été octroyés sont les difficultés évoquées au cours de cette rencontre. Les autorités ont exhorté la coopérative à poursuivre sur la voie de la gestion rigoureuse qu'elle s'est imposée. Et qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces producteurs qui se plaignent de la baisse du prix du latex? Bon, pour ceux qui sont anciens dans l'hévéaculture, ils savent que les cours sont très variables d'un mois sur l'autre et même d'une année sur l'autre. Nous avons connu des cours très élevés il y a 2-3 ans, 2010-2011, et en 2012, nous avons connu une amorce de baisse, et surtout en 2013, effectivement, les cours sont assez bas. Les cours sont calculés sur les références internationales. Lorsque une usine ferme pour ne plus produire de voitures, c'est donc du caoutchouc en moins, et donc ça a une influence sur les prix. Il faut savoir que les prix sont calculés dans une bourse, donc c'est à Singapour,
Et chaque jour, les cours sont arrêtés. Nous, à la fin du mois, nous arrêtons une moyenne. Et selon la règle qui est établie, nous répartissons ce prix entre le planteur et l'usinier qui achète le caoutchouc. Le planteur, il a 61% de ce prix international et l'usinier a 39% du prix international. Ceci dure depuis 1999 et je pense que c'est une règle qui marche. Quand les cours sont hauts, tout le monde est content. Malheureusement, quand ça baisse, on en a voulu ainsi. Donc, il faut que chacun accepte de jouer le jeu. D'accord. Et dans l'élément de Thérèse Aubonne, elle a aussi parlé du non-remboursement des prêts. Vous avez parlé tout à l'heure d'identification des planteurs, donc de l'obligation de vendre avec la carte. Et dans le cas des prêts, qu'est-ce que vous comptez faire du remboursement des prêts? Là, tout à l'heure, je parlais de vols. Une des raisons qui nous ont poussé à mettre en place ces mesures que nous appelons la centrale des risques, c'est de permettre à celui qui a fait une avance, n'importe quelle avance en espèces, en nature, en équipement, celui qui a fait cette avance puisse récupérer cette avance en achetant le caoutchouc du planteur chez qui il a fait cette avance. Donc le planteur identifié à qui nous allons remettre une carte, il ne pourra plus échapper au remboursement de ce prêt parce que dans n'importe quelle usine ou sur n'importe quel pont, lorsqu'il ira vendre son caoutchouc, il sera identifié comme tel et dès qu'on tape sur l'ordinateur, son historique sort et celui qui achète le caoutchouc est tenu de retenir les remboursements et de... Vous allez l'obliger à rembourser en d'autres termes? Obligatoire. Il ne pourra plus échapper puisque pour faire tourner la machine, il ne faut pas prendre des prêts et ne pas rembourser. Et vous allez vous-même effectuer les prélèvements? Alors, les prélèvements sont effectués par l'acheteur final qui est l'usinier. L'usinier, donc qui prélève et qui reverse à qui de droit, à celui qui a fait l'avance. Ça, c'est aussi un engagement très fort que tous les usiniers ont pris et j'espère qu'ils seront appliqués. Avec ce développement de l'EVA en Côte d'Ivoire, certains parlent de menace de la culture vivrière. Oui, je le disais tout à l'heure, vous savez, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Agriculture, 40% seulement des terres cultivables sont occupées par des plantes. Donc il y a encore 60% des terres arables qui ne sont pas occupées. Donc il y a la place. Mais sauf que l'EVA continue de croître. L'ETA croît, comme vous le disiez vous-même dans un de vos éléments, quand vous prenez une culture comme le cacao, c'est 2 500 000 hectares cultivés. L'EVA n'occupe que 400 000 hectares. Donc, pour qu'on menace soit le cacao ou autre chose, il faudrait, et c'est un de nos objectifs, c'est d'accroître notre production. Mais cet accroissement, on constate donc dans cet accroissement une baisse de la production vivrière dans les zones où l'EVA est développée. Est-ce que c'est hasardeux selon vous? C'est pas tellement vrai ce que vous dites. Qu'est-ce qui est vrai d'après vous? Mais vous savez, il faut occuper rationnellement les terres. Il y a beaucoup de terres, beaucoup de jachères qui peuvent être occupées par l'EVA sans menacer une autre culture. Donc il suffit de bien rationaliser l'occupation des terres et toutes les cultures ont leur place. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Même au niveau de l'EVA, nous préconisons que pendant les 3 ou 4 premières années où les arbres ne sont pas grands, on puisse faire de la culture vivrière entre les lignes d'EVA. Sauf qu'après, ce n'est plus possible. À partir de 4 ans, quand les feuilles se touchent, ce n'est plus possible en dessous des EVA. Et c'est valable pour toutes les cultures pérennes, le café ou le cacao. Après un certain nombre d'années, on ne peut plus faire du vivrier en dessous. Donc il faut réserver des terres pour la culture de vivrier. Il ne faut pas que ce soit une culture subsidiaire, non. Il faut bien répartir ces terrains pour mettre des cultures pérennes et réserver une partie pour tout ce qui est vivrier. D'abord pour la consommation propre du planteur et ensuite le surplus pour mettre sur le marché, en particulier sur les villes, pour que les Ivoiriens puissent s'alimenter. Est-ce que vous êtes en train de nous dire exactement, précisément, sûrement que l'EVA ne menace pas le vivrier en Côte d'Ivoire? Je puis vous l'affirmer, l'EVA ne menace pas la culture des vivriers. Vous savez, les vivriers, ils ont 2 problèmes importants à régler. C'est d'abord la conservation. Donc il y a beaucoup de pertes entre le champ et les assiettes.
Et il y a un problème d'itinéraire technique, de production, qui fait que les rendements ne sont pas ceux qui devaient être pour nourrir toute la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est un problème du ministère de l'Agriculture, de moderniser un peu la culture vivrière pour augmenter les rendements et en même temps régler le problème du circuit de commercialisation. Et quelle est votre contribution dans ce projet de création de 300 000 hectares, ce projet du gouvernement ivoirien? Oui, nous comptons d'ici une dizaine d'années créer 300 000 nouveaux hectares de plantation de BA. Notre contribution, c'est d'abord l'organisation de la filière au niveau de tous ceux qui veulent faire de nouvelles cultures, donc recenser les besoins et assurer l'approvisionnement en plants, parce que nous sommes déficitaires en production de plants dans les pépinières. Pour cela, nous formons des pépiniéristes pour produire des plants de qualité et en quantité pour mettre à la disposition de ceux qui veulent créer, de sorte à honorer ce rendez-vous qui est de créer 300 000 hectares sur 10 ans. Nous avons déjà commencé et nous attendons qu'on passe à la vitesse de croisière pour atteindre nos objectifs. Merci M. Atoba d'être venu sur notre plateau. Merci pour toutes ces informations. C'est avec vous que prend fin ce JT. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Souvenez-vous de toujours aimer.